Il est 18 h, jeudi 8 avril, très heureuse de vous retrouver dans le JT ce soir. Une vague de froid traverse la France et transporte avec elle du gel qui menace les cultures. Les agriculteurs se battent pour protéger leur production. Victoria Lopez s'est rendue tôt ce matin dans la Combe de Savoie. Troisième et dernier épisode de notre série de la semaine dans ce journal. Un tiers des commissaires de France sont des femmes et 3 d'entre elles officient en Haute-Savoie. Après Annecy, Annemasse, nous partons à Thonon ce soir. Économie aussi dans ce journal. Avec notre invité du jour, nous retrouverons Gilles Mollard dans quelques minutes, le président de la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie. Mais avant, ils l'ont fait, les joueurs du GFA Rumilly-Vallière, pensionnaires de National 2, la 4e division du foot français, se sont brillamment qualifiés ce mercredi soir pour les quarts de finale de la Coupe de France. Victorieux du Puy 4-0, les Bleus n'ont presque jamais tremblé. Récit d'une soirée historique, il ne manquait que les supporters. C'est un récit signé évidemment Sébastien Germain. Il est 19 h ce mercredi soir quand le vestiaire du stade des Grands Jets de Rumilly s'est soudain transformé en boîte de nuit. Au son de rythmes endiablés, les joueurs du GFA Rumilly-Vallière peuvent dignement fêter leur exploit. Petit retour en arrière sur une après-midi historique pour le club haut-savoyard. Il est 16h45 mercredi quand l'arbitre M. Bata siffle le coup d'envoi de ce 8e de finale de Coupe de France aux aires de National 2 entre le GFA et le Puy. L'entame des Bleus est idéale et comme dans un rêve, les locaux ouvrent le score dès la 12e minute après ce joli numéro d'Arthur Bozon. Score à la pause, 1-0 pour le GFA. En seconde période, Jocelyn Gué rate l'occasion d'alourdir la marque à la 54e minute de jeu. Le Puy, foot 43, presque inoffensif jusque-là, se réveille enfin. Mais les attaquants Pono permettent surtout de mettre en valeur Dan Delaunay, le gardien de Rumilly-Vallière, qui sort l'arrêt qu'il faut à 20 minutes de la fin, en arrêtant sur sa ligne cette frappe de l'ancien joueur de l'OGC Nice, Alexis Bosetti. Certainement le tournant du match puisque Nicolas Volic obtient un pénalty à la 82e minute. Alexis Peugeot, l'ancien professionnel habituel capitaine et remplaçant au coup d'envoi, bat David Oberhauser en toute tranquillité. À la fin de la rencontre tourne au festival avec 2 nouveaux buts du GFA Rumilly-Vallière, signé Jocelyn Gué à la 85e minute et Armel Lyongo dans le temps additionnel. Score final 4-0. Les Hauts-Savoyards sont en quart de finale de la Coupe de France. Moi, c'est ma première Coupe de France, c'est ma première année dans le monde senior, ma première Coupe de France, quart de finale, c'est juste incroyable. Ouais, incroyable le mot, ouais, c'est ça. C'est des moments exceptionnels, un groupe super, un club super, une ville super, et c'est la juste récompense de tout le travail qu'on fournit, et être récompensé comme ça, c'est vraiment top. Très content, on a bossé pour, on voulait un Ligue 1 absolument, c'était pas un Ligue 1 donc il fallait faire le taf. Le match était 50-50, on avait plus envie je pense, et c'est passé. Aussi improbable que cela puisse paraître, les Bleus ne sont plus qu'à 2 matchs de la finale au Stade de France. Quoi qu'il en soit, ils sont déjà entrés dans l'histoire du football au Savoyard. En fait, j'y crois pas quand vous me dites ça, j'y crois pas sincèrement. C'est après qu'on va réaliser, je pense, dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais on va savourer et puis on va attendre avec impatience le tirage au sort en espérant cette fois une Ligue 1. C'est inimaginable. Jamais en début de saison on s'est dit on va faire un quart de finale de Coupe de France. Non. C'est très compliqué. Je pense qu'on a tout ce qui est mis en place par le club, c'est grâce à eux tout ça. Le tirage au sort des quarts de finale est prévu ce vendredi soir. La rencontre, elle, aura lieu dans 2 semaines. Le rendez-vous est donc d'ores et déjà pris pour un nouvel exploit. Jour de mobilisation aujourd'hui pour les oubliés du Ségur, une nouvelle journée de mobilisation nationale qui réunit plusieurs corps de métier du secteur médico-social. À la mode Servolex, ce sont les salariés du privé qui ont montré leur mécontentement ce jeudi matin devant les grilles du centre médico-éducatif Les Messanges. Une centaine d'entre eux s'est mobilisée pour dénoncer les inégalités nées du Ségur de la santé. Ils n'ont pas le droit à la revalorisation salariale de 183 € accordée au personnel hospitalier. Les organisations salariales appellent donc le gouvernement à mettre fin à ce qu'ils estiment être une concurrence déloyale. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Sébastien Germain. Depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, nous rencontrons des difficultés de recrutement sur les métiers kinésithérapeutes, infirmiers, aides-soignants. Le Ségur de la santé vient renforcer et creuser le fossé. Clairement, aujourd'hui, j'ai des postes vacants d'aides-soignants et je sais que je ne pourrai pas les pourvoir puisque les candidats se présentent en disant qu'ils font le choix de la fiche de paye, en fait, ce qui est tout à fait compréhensible. Nous vivons dans une région qui est effectivement assez onéreuse.
Et on ne peut pas reprocher aux gens de vouloir gagner 183 € de plus net chaque mois. Le personnel est à bout de souffle maintenant, mais toujours présent. Si nous on arrête, il n'y a plus personne pour s'occuper des personnes en situation de handicap. Le personnel est sous tension, les vacances ont été reportées, annulées. Il n'y a pas de remplaçant, donc on fait appel à de l'intérim. Ça crée des tensions parce qu'on se retrouve dans les équipes avec du personnel non formé et qui ne maîtrise pas le monde du handicap. Donc c'est extrêmement compliqué et tendu aujourd'hui. Il n'est pas plus difficile d'être infirmière à l'hôpital que d'être infirmière dans le CME Les Mésanges derrière, où on est toute la journée avec des enfants polyhandicapés par exemple. Pour nous les parents, c'est très important d'être présents aux côtés des professionnels. Parce qu'il faut savoir quand même que le handicap, c'est très difficile au quotidien. C'est vraiment un engagement de tous les instants. Et en fait, on trouve ça tellement injuste que le personnel ne soit pas reconnu à la hauteur de leur engagement, de tout ce qu'ils font pour nos enfants, quoi. Du coup, on était là aujourd'hui à leur côté. Vous l'avez sans doute remarqué, un coup de froid sévit sur les pays de Savoie depuis le début de la semaine. Le gel a fait son retour après des semaines aux températures quasi estivales. Les arbres fruitiers ayant débuté leur floraison, aujourd'hui les dégâts sont colossaux dans les vergers. À Saint-Pierre-d'Albigny, les températures sont descendues cette nuit jusqu'à -7. Un désastre pour l'exploitation de Frédéric Bergin. L'arboriculteur avait pourtant mis en place un système assez surprenant, vous allez le voir, de protection pour ses pommiers et poiriers. Victoria Lopez l'a rencontré au lever du jour. Au petit matin, une couche de glace a recouvert les arbres fruitiers des vergers de Châteauneuf. Frédéric et son équipe ont veillé toute la nuit. Grâce à ces stations météo installées dans ses champs, l'arboriculteur a surveillé la température de l'air. Si on remonte un petit peu dans la nuit, on voit un peu d'évolution, moins 3,4 à 5 h du matin. La vague de froid n'a pas épargné les 26 hectares de son exploitation de pommes et de poires. Pour voir si elles sont gelées, on coupe juste en dessous de la fleur, là, ce qui va être le fruit après. Et on regarde au milieu, si on voit que c'est marron au milieu, ça veut dire que le fruit est gelé. Pour limiter les pertes, Frédéric arrose ses arbres pour les protéger du froid. On forme une pellicule de glace qui en fait va nous faire comme un petit cocon autour de la fleur et va maintenir une température qui va empêcher de geler cette fleur. En fait, c'est un échange thermique entre le passage de l'état liquide à l'état solide de l'eau qui apporte des calories à l'arbre et qui maintient ce cocon justement à une température. Le moment où la glace va fondre, c'est un petit peu comme nous quand on prend une douche et qu'on sort de la douche, on a un petit coup de froid parce qu'en fait notre corps veut sécher l'eau. Et là, le fait que la glace se transforme en état liquide, elle a besoin de calories, donc elle va baisser la température de l'arbre. Donc il faut absolument continuer à mettre de l'eau pour que justement l'arbre ne baisse pas en température. Le système représente un coût, mais il est plus économique que d'autres méthodes de lutte contre le froid, comme les bougies largement déployées ces dernières nuits dans d'autres régions de France. Une nuit de bougies, c'est à peu près 4 000 € la nuit, quoi, hein, suivant le nombre qu'on en met à la température qu'il va y avoir. Et effectivement, on ne peut pas se permettre de mettre des bougies une semaine de suite si vraiment il y avait par exemple des grosses gelées pendant plusieurs jours. Après, il y a d'autres systèmes aussi. Hein. On peut aussi faire de la ventilation. Il y a des éoliennes qui vont chercher de l'air un petit peu plus chaud en altitude, puisqu'on a une couche d'air chaud qui se situe à peu près à 30 mètres d'altitude. Et ces éoliennes rabattent l'air chaud finalement au sol pour réchauffer le sol. L'arrosage, je dirais, c'est un coût de départ, puisqu'en fait, il faut créer les installations. Après, en coût de fonctionnement, c'est certainement ce qui est le moins cher. Et puis, c'est ce qui fonctionne quasiment le mieux dans tous les cas. Parce que si on a une gelée noire, c'est-à-dire que si c'est de l'air froid qui arrive d'altitude et qui se rabat au sol, les éoliennes ne fonctionnent pas. Ou alors, il faudrait réchauffer aussi sous les éoliennes pour pouvoir ventiler de l'air chaud. En temps normal, les vergers de Châteauneuf produisent environ 1500 tonnes de pommes et de poires. En Savoie et en Haute-Savoie, ce sont près de 16 000 tonnes de fruits qui sont produites chaque année. En 2021, la production pourrait être bien plus maigre. Selon les premières estimations, ce coup de froid aurait détruit 90% des récoltes. Un mot sur le Lyon-Turin. L'Europe met la main à la poche pour ce chantier d'ampleur et plus que prévu, la France pourra bénéficier d'un apport supplémentaire de plus de 2,5 milliards d'euros pour réaliser le tunnel transfrontalier, mais aussi ses voies d'accès. Bruxelles participera au financement du tout à hauteur de 50% au lieu des 40% prévus initialement. Une évolution qui profite également à l'Italie. Au total, il en coûte 8,6 milliards d'euros pour le seul tunnel, sans compter les voies d'accès.
On continue à parler économie avec notre invité Gilles Mollard, le président de la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie, est avec nous en visio. Vous représentez 1150 entreprises, 30 000 emplois dans les secteurs de la mécanique, du décolletage, de la sidérurgie, notamment au niveau du département. Vos adhérents, comme le reste de la France, connaissent leur 3e confinement. Tout simplement, comment allez-vous? Comment vont vos adhérents? Écoutez, bonsoir, merci de votre invitation. Et nos adhérents, je dirais, vont assez bien, puisque l'industrie, après un coup d'arrêt, comme beaucoup d'activités il y a un an, on a constaté un rebond, certes modeste au 3e trimestre, mais qui s'est un peu accéléré au 4e trimestre, et un début d'année qui continue en amélioration. Donc nos adhérents sont plutôt plus optimistes qu'ils l'étaient il y a un an en arrière, voire 6 mois en arrière. Ce 3e confinement plus aéré ne vous inquiète pas vraiment? Écoutez, à ce stade, on n'en mesure encore pas les effets. Les entreprises sont malgré tout un petit peu inquiètes de savoir si les conséquences que ça aura, évidemment, sur la consommation, je pense à l'automobile en particulier, qui pourrait être affectée par le confinement. Mais à ce stade, c'est beaucoup trop tôt de le dire. Avec des secteurs très contrastés, des tendances très contrastées selon les secteurs, l'État a mis en place un plan de relance. 40 entreprises de Haute-Savoie en bénéficient, 30 millions d'euros d'aide, 70 d'investissement. Pour faire quoi précisément? Quand on parle de transformation, ce plan de relance, il vise à participer à la transformation de l'industrie. De quelle transformation parle-t-on? Alors effectivement, vous avez noté que 40 entreprises, ce qui est beaucoup, 40 entreprises en Haute-Savoie ont bénéficié, ont été labellisées pour le plan de relance, donc 22 pour la modernisation du secteur automobile et 16 entreprises pour la modernisation du secteur aéronautique. Donc quand on parle de modernisation, effectivement, il s'agit à la fois de relever les défis de transformation, je pense, au digital, mais je pense également dans l'automobile et dans l'aéronautique à la décarbonation. Également, les entreprises qui sont beaucoup dépendantes des activités des moteurs thermiques dont on sait qu'ils sont sur le déclin vont également devoir trouver d'autres débouchés, tant géographiques que de diversification de produits. Donc tout ça, ce plan doit aider les entreprises à soutenir, à continuer à investir pour se transformer. C'est une transformation qui était déjà en cours avant la crise sanitaire et économique, ou est-ce que le Covid a vraiment été un déclencheur et un accélérateur? Alors écoutez, non, le Covid a peut-être été un accélérateur, mais en tout cas cette transformation de notre industrie du territoire, elle était déjà engagée avant. Comme je vous l'ai dit, la transition énergétique, les entreprises se sont déjà emparées du sujet il y a bien avant le Covid. Et donc, la transformation également au niveau de l'automobile vers l'électrification, c'était aussi des mouvements qui étaient engagés. Ce qu'a mis un peu la crise en évidence, c'est le choc sur le secteur aéronautique, puisque avant la crise, donc, le secteur aéronautique était dans une croissance que je qualifierais presque de folle depuis de nombreuses années. Et effectivement, ça s'est arrêté brusquement et on sait que le retour à l'activité d'avant-crise est attendu pas attendu avant 2024, 2025 et probablement avec des transformations. Donc c'est un vrai défi pour les entreprises de notre territoire. Je rappelle le poids de l'industrie pour la Haute-Savoie, 25% du PIB, 25% des emplois, 50 000 emplois si on prend l'industrie au sens large. Cette crise, elle a mis en avant, notamment il y a un an, lorsqu'on parlait de production, de masques, de tests, etc., l'importance du savoir-faire industriel français. Est-ce qu'il y a une forme d'opportunité pour les industriels que vous êtes de rappeler votre importance? Écoutez, oui, vous l'avez dit, je pense qu'il faut le rappeler, l'industrie en Haute-Savoie, c'est pratiquement un quart de la création de richesse de notre territoire.
un quart des emplois. C'est un pilier qui contribue à la prospérité au développement économique du territoire. Il faut le rappeler, il faut continuer à aider les entreprises. Et les entreprises ont montré aussi, au travers de cette crise, beaucoup de résilience. Et je suis certain qu'elles vont saisir des opportunités pour se transformer. Vous savez que sur la Haute-Savoie, on a deux fabricants de masques qui ont su monter en l'espace de quelques mois une production de masse. On a également des entreprises qui vont se lancer dans la fabrication de vélos électriques. Donc, encore une fois, notre tissu a des forces peut-être pas insoupçonnées, parce que nous, on les connaît, mais en tout cas, je suis confiant sur leur capacité à relever le défi. Et à ce titre, le plan de relance du gouvernement est effectivement c'est une aide significative pour aider les entreprises dans leur transformation. Une dernière question, rapidement. On sait que la période est compliquée pour les jeunes, que ce soit les étudiants pour trouver des stages, pour se faire embaucher aussi. C'est un vrai sujet, l'embauche dans l'industrie, notamment de la métallurgie. Est-ce qu'il y a des opportunités, tout simplement ? Alors écoutez, le sujet de l'emploi, deux choses que vous savez qu'au niveau de la chambre syndicale de la métallurgie, donc on est également engagé dans la formation, puisqu'on a nos propres organismes de formation professionnelle. Ce que je peux dire, c'est que tous les organismes d'apprentissage et d'alternance, eh bien, on a fait le plein cette année, c'est-à-dire que les entreprises, les étudiants, les jeunes ont pu trouver des entreprises. Et à ce titre, vraiment, je remercie et je salue les entreprises qui ont su investir sur le long terme, parce que c'est la force des entreprises de demain, hein, les jeunes. Donc, elles ont su trouver des emplois et c'est bien. Quant à l'emploi, alors le paradoxe, si vous permettez encore un mot, le paradoxe, le paradoxe, c'est que on a sur notre territoire, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on avait en fin d'année 8000 chômeurs de plus, et avec les reprises, on a un certain nombre de nos adhérents qui ont de la difficulté à recruter pour faire face à la reprise. Donc ça, c'est un peu le paradoxe, et c'est aussi le paradoxe dans notre pays, hein. Donc des chômeurs et beaucoup de secteurs qui ont de la difficulté à recruter. Eh ben, merci beaucoup Gilles Mollard pour votre éclairage, votre témoignage ce soir. Merci. Merci à vous. Politique, je vous le disais hier dans le journal, la commune de Publier se rapproche un peu plus de Thonon-Agglo. Depuis le mois d'octobre dernier, la commune du Chablais souhaite quitter la communauté de communes du Pays d'Évian pour rejoindre celle de Thonon. Les élus de l'agglomération étaient réunis mardi soir à l'issue d'un vote tenu à bulletin secret. 40 conseillers sur 53 se sont dit favorables à ce rapprochement. Désormais, chacun des 25 conseils municipaux doit s'exprimer. Ensuite, ce sera au tour du préfet de trancher pour un rattachement éventuel au 1er janvier 2022. On écoute Christophe Armingean, président de Thonon Agglomération. Ce soir, le message politique qui est donné au Chablais, mais aussi aux représentants de l'État, c'est de dire que Thonon Agglomération s'est très majoritairement positionné pour cette adhésion, en indiquant, et ça a été le reflet des débats, qu'il s'agit pour nous d'un début, d'une dynamique qu'il faut initier pour que le Chablais s'unisse autour de périmètres qui soient plus pertinents. Donc, quelque part, le message qu'on veut faire passer à Éviance et à sa communauté de communes, c'est qu'il faut maintenant travailler à un ensemble plus pertinent. Ça prendra un petit peu de temps, mais on peut le faire à l'échelle du mandat. La suite logique, une fois que les conseils municipaux auront rendu leur avis, eh bien, évidemment, tous ces avis et cette décision de ce soir seront notifiés au préfet de la Haute-Savoie, qui va convoquer la commission départementale de coopération intercommunale, qui statuera dans deux formations. Une formation restreinte pour simplement donner un avis sur la sortie de Publier de la communauté de communes du Pays d'Évian, et puis en formation plénière, un avis, toujours un avis simple, sur son intégration à Thonon Agglomération. Aujourd'hui, pour la première fois dans le Chablais, c'est la politique qui a pris le dessus, c'est-à-dire que nous n'avons pas laissé l'État et l'administration nous fixer des oukases. Nous avons fait un choix politique, c'est un choix qui ouvre l'avenir avec nos partenaires et principalement avec la commune d'Évian. Et tout le monde reconnaît que le Chablais a une vraie identité, il faut maintenant qu'on la défende ailleurs.
Dernier épisode de notre série de la semaine, la Haute-Savoie compte 3 zones police et le hasard a fait que chacune d'entre elles est dirigée par une femme. 3 commissaires que Jean-Paul Crespi a souhaité mettre en lumière. Ce soir, nous partons à Thonon pour rencontrer Karine Baraton. En juillet 2020, Karine Baraton prend la responsabilité du commissariat de Thonon-les-Bains, sa première affectation en tant que commissaire de police. Dès son arrivée, elle multiplie les rencontres, s'appuie sur ses équipes pour mieux appréhender la circonscription, renforce la coopération avec tous les acteurs de la sécurité sur le territoire. Car pour elle, la police, c'est le monde de l'humilité, celui de la résilience, pour apprendre et développer de nouvelles compétences, même avec une solide expérience. Je trouve très important d'expliquer et de donner du sens à ce qu'on fait. Parce que parfois, les missions s'accumulent, il y en a beaucoup, tout devient prioritaire, tout devient important. Et on a du mal parfois à s'y retrouver. Si on fait quelque chose, pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait de manière urgente? Pourquoi on n'a pas eu le temps de se préparer? Parce qu'on donne du sens à chaque action qui est faite. Sinon ce serait trop compliqué. C'est un métier déjà qui est extrêmement prenant, qui vous oblige tout le temps à vous adapter, à réagir. C'est vrai qu'on est soumis continuellement à l'actualité, à ce qui se présente. Et si nous, à l'intérieur de la structure, on ne peut pas préserver au moins ça, c'est compliqué. En 17 ans de carrière au sein de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, elle s'est façonné une identité sans se perdre au gré des mutations. Et si en 2018 elle rejoint l'École nationale supérieure de police de Lyon, c'est pour rejoindre ensuite la circonscription du Léman. Et puis la démonstration viendra parce que je vais faire, parce que je vais m'attaquer. On a un campement. On a un campement de gens du voyage, on a une procédure de viol en cours, on va avoir une affaire de proxénétisme qui va tomber. Je pense que les démonstrations, elles vont venir par l'investissement que je vais avoir dans ces différentes thématiques, par l'investissement et puis par l'implication que je vais avoir sur des problèmes qui sont soulevés par les fonctionnaires. En sécurité publique, en arrivant comme chef de circonscription, on est extrêmement généraliste. On passe d'une matière, d'un domaine, d'un problème à l'autre très très vite. Les 17 ans de carrière, ça, oui, un investissement très important à avoir. Et à l'école, ce que j'en ai retiré et ce qui ressort de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a vu, c'est l'investissement. Si on s'investit, on réussira dans nos missions. Karine Baraton a rapidement pris ses marques, soutenue par sa famille qu'elle préserve. De jour comme de nuit, à cela s'ajoutent les week-ends de permanence. Et si elle n'a pas la prétention de faire mieux que quiconque, son objectif est cependant clairement affiché. Trouver des solutions pour faciliter sur sa circonscription l'émergence d'un réel climat de sécurité. Une dernière info avant de se quitter, vous pouvez déclarer vos impôts à partir d'aujourd'hui. Les premiers envois papier ont démarré ce jeudi. Plus de 12 millions de ménages bénéficient désormais de la déclaration automatique. Inutile donc de renvoyer votre feuille, il vous suffit de vérifier que les informations pré-remplies sont exactes et complètes. Parmi les nouveautés notables de cette année 2021, un numéro de téléphone unique si vous avez besoin d'informations, le 0809 401 401. Pour le format papier, vous avez jusqu'au 20 mai, en ligne jusqu'au 26 si vous habitez dans l'Ain et jusqu'au 8 juin pour les Savoyards et Hauts-Savoyards. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur Rythme Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans quelques minutes pour le dernier épisode de Panorama. On parle chocolat, vous le savez, cette semaine. Emmanuel Jaude et Éric Renevier rencontrent Willy Ferrier, maître chocolatier chez Camaïos. À demain pour le petit dernier de la semaine. Passez une très belle soirée.